live. Félicitations, vous avez tenu jusqu'à presque la fin du live. Bravo. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Restez parce que dans pas longtemps, on va avoir Franck Marchi depuis la Californie pour une observation du ciel en direct grâce à la technologie. C'est incroyable. Est-ce qu'on a Franck qui est revenu en ligne ou pas encore? Il va falloir meubler une minute. Il est 23h et donc il est 23h, enfin en heure de Californie. Pas de souci, pas de souci. Donc voilà, faut attendre. Et bien en attendant, si vous avez des choses que vous voudriez observer dans le ciel de la Californie, vous pouvez peut-être les envoyer dans le chat. On verra si c'est observable ou pas. J'en ai aucune idée. On a des astronomes dans la salle, il paraît, donc on va peut-être essayer de se débrouiller. Pour donner le nom de ce nounours. Alors c'est Rosetta et Philae. Rosetta, c'est le satellite qui s'est mis en orbite autour de la comète. Et Philae, qui s'appelle 67P Churyumov-Gerasimenko. Normalement, j'arrive toujours à le prononcer. Je suis pas trop fatiguée, ça va. On peut tenir encore à 14h sans problème. Et ouais, donc si moi je peux continuer de parler de Rosetta Philae, du coup en attendant. Du coup, ouais, la sonde. La sonde a voyagé pendant 10 ans avant d'atteindre la comète. Donc elle est passée au-dessus de Mars, au-dessus de la Terre plusieurs fois pour faire ce qu'on appelle des assistances gravitationnelles pour pouvoir accélérer, en fait, utiliser la gravité de ces planètes pour accélérer, pour aller assez vite, pour rattraper la comète, parce qu'une comète ça va vite. Et tout ça lui aura pris 10 ans. Et pendant tout son voyage, il y a eu quelques années en fait, où elle était en hibernation. Comme quand on est loin, elle a des panneaux solaires qu'on voit ici, qui sont magnifiquement représentés. Et le problème, c'est que quand on est loin du soleil, les panneaux solaires, ça ne fonctionne pas. Et donc, ils l'ont mis en hibernation, ils ont tout éteint, quasiment. Et donc, on n'avait plus de nouvelles pendant un petit moment. Ils l'ont réveillée après, au bout de quelques années. Et tout marchait bien, ils ont testé tous les instruments. Et gros soulagement pour tous les scientifiques et ingénieurs qui travaillaient dessus. Tout a bien fonctionné, tout s'est bien réveillé. Est-ce qu'il faut encore meubler ? Alors Franck est en train de se connecter, on avait fait un test il y a 10 minutes, tout marchait bien, là il est en train de se connecter, donc on va voilà, salut Franck, est-ce que tu es là? Donc il fait nuit en Californie. Quelle heure il est en Californie? Il est 23h03 heure locale, donc Franck n'a pas l'air de nous envoyer de signal encore, et ben on va attendre 2 minutes. Parce qu'il n'y a pas de son, pas d'image, mais ça ne saurait tarder. Et en tout cas, oui, je t'entends très bien. Voilà, super. C'est bon, c'est. Il a fallu connecter le flux. Bon, ben T'as recoupé par inadvertance, ouais, c'est bon, vas-y. C'est bon. Oui, j'ai eu un problème de téléphone, donc je suis passé sur un autre téléphone, je suis désolé. Donc, c'est pour nous, aucun ça devrait souci. marcher. On est tout oui, et il n'y a aucun souci. Sur le live, on est le Donc vas-y, écoute, nous on va s'arranger de notre côté. Donc Franck, il est 23h04 chez toi, sur la côte ouest. Voilà. Donc il fait nuit, donc avec ton téléphone, on ne verra rien parce qu'il fait nuit, c'est ça. Donc je crois on voit une image. Ah si, donc tu as éclairé, et ce qu'on voit, c'est ton télescope. Alors vas-y, tu peux le. C'est bon, tu as donc ça, c'est l'Ibiscope d'Unistellar. C'est l'un des premiers modèles qui est sorti de l'usine. Là, je suis en Californie, dans un endroit à la campagne, mais j'avais pas réfléchi à ça, mais je sais pas si vous voyez, il y a plein de lumière un peu partout. Ah oui, c'est je suis au bord d'une route. Ah oui, d'accord, oui. Donc c'est une campagne éclirée quand même. Donc c'est pas super noir. Voilà, mais ça devrait aller. Je pense qu'on va pouvoir arriver à faire quelque chose de bien ce soir. Vous ne voyez pas les étoiles, mais on voit bien les étoiles. Les trois Deneb, Vega et Altaïr sont là, donc c'est bon, on est prêt. On va bien, super. Voilà, donc là je vais éteindre la lumière. Ouais. Donc d'abord je vais bouger le télescope. Avec 2 téléphones dans la main, je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. C'est ça, bah tu peux. C'est pas grave, alors, c'est noir. j'ai partagé mon écran. Ouais. Donc pour ceux qui nous écoutent, donc Franck est au milieu de la campagne proche de San Francisco, sur son téléphone. Il va nous faire une copie d'écran de son téléphone si le réseau passe bien, mais ça a l'air d'être le cas.
Et avec son logiciel, il va piloter son télescope, qui s'appelle donc l'Iviscope de Unistellar. Et on va voir ce qu'on va voir. Est-ce que vous voyez là mon écran? Pour l'instant, je vois l'image du télescope qui est enfin l'image qui est un peu gelée. J'ai l'impression qu'il faut attendre un tout petit peu que l'image se transmette, mais donc voilà, c'est bon. Je vois ton téléphone. C'est bon? Ouais, on voit ton téléphone. Donc là, j'ai lancé l'application. Donc là, ce que vous voyez, c'est les étoiles. Donc vous allez voir, je mets ma lumière devant. Vous allez voir. Ah oui, c'est là. Je suis en train de saturer. On est live là. Hein, donc l'image du haut, c'est ce que voit le télescope, la partie haute de ton écran. Exactement. Donc ça, c'est les étoiles. Je peux le bouger après, je le bougerai comme ça quand je changerai de disposition. Mais on va aller vers un objet en espérant que ça va marcher. Parce qu'il y a un petit peu de vent en plus. J'aurais jamais dû changer de téléphone. C'est une très très mauvaise idée de changer de téléphone pendant le. C'est pas grave, ça met du suspense. Parce qu'il y a le. Voilà, on va vers la Dumbbell peut-être. Oui, allons-y. Donc c'est une nébuleuse très jolie dont le petit nom est M27. Donc là, ton télescope est en train de pointer, c'est ça? Non, là, comme j'ai rebooté le télescope, il faut que d'abord que je fasse ce qu'on appelle l'automatic field detection. Donc je demande au télescope de se calibrer. Donc en gros, le télescope regarde les étoiles et à partir de là va me dire voilà, il s'est calibré, ça a été successful. Donc il sait où il est. Où il est. On va commencer par M57 parce que je sais que je suis pas loin, ça va me faire gagner beaucoup de temps. Oui. Voilà, donc là le télescope bouge vers M57. Donc, on voit des étoiles qui passent dans le champ. Des étoiles qui passent à fond la caisse parce que le télescope bouge. Voilà. Il est en train pendant qu'il bouge, on peut avoir des informations. Comme ça, on peut faire semblant d'être astronome et on peut dire, voilà, M57, c'est une nébuleuse planétaire. Moi, j'ai la version anglaise, j'aurais pu passer la version française. Bon, les spécifications sur la distance de la nébuleuse, qui est à 2200 années-lumière de nous. Son diamètre, des informations qui sont intéressantes. Ce qui est intéressant pour celle-ci, c'est que une nébuleuse planétaire, c'est une étoile de type solaire qui a explosé. Et cette explosion s'est passée pour celle-ci, on a estimé entre 6000 et il y a 8000 ans. Voilà. Et donc, lorsque l'étoile de type solaire arrive en fin de vie, après sa phase de géante rouge, elle échappe son, je sais plus parler français, je suis désolé. Elle éjecte, son enveloppe externe. Et ce qui restera au cœur, c'est une naine blanche. Alors, il faut que tu m'aides pour le français, parce que vraiment, de manière évidente, j'ai du mal. Donc voilà, donc là, on est dans le champ, on est quelque part où on devrait pouvoir voir cette fameuse nébuleuse planétaire. On ne la voit pas parce que c'est ce qu'on verrait avec un télescope en gros classique, c'est du temps réel, là, encore une fois. Je montre l'image, là, voilà. Ah, on l'a vu un petit peu quand même. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer les Enhanced Vision, qui est le système de stacking des images et de traitement. Donc là, la première phase, c'est le télescope fait une analyse du fond, des types d'images, et voilà. Wow. C'est encore plus beau que tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est la première image. Waouh. Et alors, si on attend un petit peu. Il y a une petite caméra et en fait, ça accumule la lumière bien mieux que notre œil et donc on arrive à voir des choses qu'on ne verrait pas voilà. Une vision normale. Quoi. Ça, c'est une image de 4 secondes. Wow. OK. Et là, on est en train de passer à 8 secondes. On va voir, le fond va commencer à diminuer en intensité. On peut zoomer aussi, d'ailleurs. Wow. Voilà. Vous voyez là, vous êtes en temps réel, oui, on voit super. En plus, c'est en couleur, parce que d'habitude, nos yeux ne sont pas hyper sensibles, donc on voit normalement la nébuleuse un peu ronde, un peu en noir et blanc, et là ah oui, on voit que c'est bien meilleur. Et le son s'améliore, voilà. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on est en direct de les montagnes derrière San Francisco, et Franck nous montre la nébuleuse de la Lyre en direct. Direct depuis la Californie. Alors, normalement, je peux passer en mode landscape, mais pour une raison que j'ignore sur ce téléphone, parce que je viens de te dire, je viens de passer sur l'autre, ça ne se marche pas, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ça me donne, on voit très bien l'image. Voilà, c'est une interface assez simple, hein. On a des informations, là, on peut avoir des informations sur l'objet. Ça, c'est l'Enhanced Vision. Ça, c'est il y a 3 boutons et c'est terminé. Bon, ensuite, il y a des choses plus complexes. Oui, on peut demander, bien sûr, au télescope de nous trouver des objets. Donc, le télescope peut nous proposer des objets.
Mhm. Donc là, par exemple, voilà les objets qui sont recommandés ce soir. Oui. La Dumbbell, M92, tu connais tous ces objets-là. La M20 et M18, Ah oui. M8 sont super basses, mais on peut essayer après. Est-ce qu'on va essayer maintenant, si tu veux, on fait une galaxie, peut-être? Ouais, une galaxie, une galaxie. Une galaxie, oui. Il y a Michel qui nous dit que M20 est embouteillé, mais bon, on va oublier ce que nous dit Michel. Il est tard, hein, voilà. Donc ouais. Donc là, le télescope, ça part en vers M51. Donc M51, vous allez voir, c'est très joli. C'est quoi comme galaxie en français? C'est la Whirlpool, c'est la galaxie du tourbillon, c'est ça? Ouais, tourbillon. Très bien. C'est pas des chiens de chasse? Elle est. C'est une galaxie. Je crois qu'on l'appelle des chiens de chasse parce qu'elle est dans la constellation des chiens de chasse. Mais... Voilà, elle est en constellation des chiens de chasse. Elle est à 37 millions d'années-lumière de nous. Donc ce qu'on va voir, si on la voit, c'est une galaxie. Ce sont des photons qui ont été éjectés il y a 37 millions d'années. Il y a 37 millions d'années. Donc ce qu'on va voir, c'est une image du passé. Exactement, de 37 millions d'années. Ouais. Alors les dinosaures étaient déjà éteints. Mais il y avait des petits mammifères qui se promenaient sur Terre à ce moment-là. C'était encore de la taille de souris. Ouais. Alors, donc là, le télescope a bougé dans l'autre direction du ciel, dans la constellation de Shensa. Il est en train de faire une analyse pour essayer de trouver l'étoile. Alors, comme je vous ai dit, il y a des Cyrus et il y a la Lune. Donc, il est possible qu'il soit pas possible qu'il la détecte. On va voir. Hein. J'ai pas essayé avant. J'aurais pu. J'ai pas voulu tricher, donc j'ai dit on va vraiment faire du live. Mais c'est incroyable. Hein. Je suis encore plus impressionné que tout à l'heure. Hein. Voilà. Il dit qu'il a trouvé la galaxie. Donc, on va activer la Night Vision. Alors là, j'attends parce qu'il y a une voiture qui roule plein phare sur la route. Donc là, si je l'annonce, je désactive la Night Vision, ça va pas du tout marcher. Ouais. Et elle roule très très doucement parce que je crois qu'il se demande ce que je suis en train de faire au milieu du bord de la route. C'est ça. Les gens n'ont pas l'habitude de voir des télescopes. C'est ça. Quand j'étais aux États-Unis et que j'observais un peu dans le désert, c'était les voitures de policiers qui s'arrêtaient en pensant que je faisais je ne sais quoi dans le désert. Et donc, je n'arrivais pas à faire de photos parce que j'avais toutes les flashlights qui me Mais bon, ça a l'air d'être plus calme chez toi. Voilà. Donc là, il y a une analyse de l'image qui se fait. Wow, voilà. Regardez ça. On voit la galaxie. Donc ça, c'est la première image. Et son compagnon qui est un petit peu à droite. Donc, c'est une galaxie de 7 millions d'années-lumière. Je suis impressionnée. Donc, on va un petit peu attendre. Voilà, le fond s'améliore, ça devient de plus en plus noir parce que le contraste s'améliore, le rapport signal sur brique sur l'image s'améliore et on va pouvoir commencer à avoir des détails encore plus fins et plus faibles sur l'image. Donc l'image de la galaxie, là, en temps réel. Et on voit les bras spiraux, on voit la structure du gaz et des étoiles. C'est assez fascinant. Oui, parce qu'à l'œil, on ne verra jamais un truc comme ça. Ouais, nos yeux sont moins sensibles. Parce que les yeux ne peuvent pas accumuler la lumière. Donc, il faut un très, très gros télescope et on n'y arrive pas vraiment. Voilà. Donc, ensuite, il y a plein de choses dans l'analyse qui sont faites. Les images, s'il y a des vibrations, s'il y a du vent, s'il y a un flash lumineux, les images sont retirées. Ou sont traitées avant d'être accumulées. Il y a plein de choses qui sont faites par l'ordinateur à bord du télescope pour que vraiment l'expérience soit la mieux possible. Et l'image sur l'écran de mon téléphone est moins bien que celle qu'il y a dans l'oculaire du télescope. Ah oui, on a vraiment fait un télescope pour que les gens apprécient d'observer. Donc, on n'observe pas avec le télescope, on observe plus avec l'oculaire. Qui en plus donne une idée de où on observe. Tu vois, maintenant, je regarde, par exemple, là, je suis en train de regarder dans l'oculaire et je vois la direction et je vois que la direction du ciel, je vois la grande ours, on est dans ce coin-là du ciel. Donc, c'est toujours important de savoir où est-ce qu'on regarde. Exactement. Et ça date de quand ces télescopes aussi précis? Donc Michel demande, ça date de quand ces télescopes aussi précis? C'est de quelques années, quoi. Alors celui-ci est très récent, le modèle que tu utilises là. Alors celui-ci, oui. Donc on a commencé la commercialisation cette année. Cette année, voilà. Donc là, actuellement, on est en train de livrer nos backers qui avaient précommandé un télescope lors de notre Kickstarter et de notre Indiegogo.
Donc, il y avait 2000 personnes qui avaient commandé. Et là, on est en phase de production et on est en phase de shipping de ces télescopes. Et au mois de septembre, on devrait avoir fini de produire les 3000 télescopes et on passera en mode vente directe, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'expérience visuelle, découvrir le ciel, de se faire ensemble en plus, parce qu'on peut connecter plusieurs téléphones autour du télescope. Ah, donc les gens ne sont pas obligés d'être à côté l'un de l'autre pour regarder, ce qui est très, très utile actuellement en particulier. Oui, c'est ça. On peut connecter plusieurs téléphones. Et ensuite, il y a d'autres choses qui sont en train de se développer, comme justement l'étude scientifique. Donc ça, c'est les cas scientifiques qu'on a identifiés. Dans quelques temps, on peut faire des occultations en ce moment. On rentre les coordonnées de l'étoile qui va être occultée par un astéroïde. On rentre le temps d'exposition, le gain et la durée de l'événement. Oui. Et on appuie launch quand l'événement se passe et les données sont enregistrées par le télescope automatiquement. Et ensuite, les données sont envoyées chez nous. D'accord. Impressionnant. On en refait un autre? Ouais. Je sais pas combien. Je peux en parler pendant des heures, hein, donc. Bah oui, tu m'étonnes. Non, mais on est subjugué. Et donc, avec plusieurs télescopes dans le monde, on peut observer des endroits différents dans la planète. Même endroit, ça fait quoi? Ça fait 3D, ça fait quoi? Non, oui, donc la question que pose Michel, c'est si tu as des télescopes à 2 endroits différents sur la Terre, est-ce qu'on peut faire de la 3D, etc. Alors, pas complètement, mais on peut voir, en gros, on voit le même ciel, mais décalé en heure. Donc, tu vois, là, ce que Franck voit en ce moment à 23h de chez lui, c'est ce qu'on aurait vu, nous, hier soir à 23h. Bon, modulo qu'on n'est pas à la même latitude, parce que tu es plus bas en latitude, mais donc on voit le même ciel, mais décalé, quoi, parce que la Terre tourne. Mais voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, alors là, je suis en train de tenter un objet qui est assez bas, hein. C'est possible qu'on ne puisse pas le voir parce qu'il est vraiment très bas. Ce qu'on peut faire aussi, c'est combiner les observations de plusieurs télescopes. Ah. On l'a fait au mois d'avril. Au mois d'avril, on a lancé une campagne d'observation. On a demandé à nos backers d'observer la comète Atlas, ouais. Exactement en même temps, plus ou moins 15 minutes, aux États-Unis et en France, à quelques jours d'intervalle. Et donc, on a pris ensuite les observations de 40 observateurs qu'on a combinés ensemble et on a créé une super image de la comète Atlas avec une sensibilité équivalente à des télescopes de 1 mètre, 2 mètres de diamètre. Voilà. Et imagine quand on en aura 1000, on pourra faire ce genre de choses aussi. Pas mal. Et M82, donc là, une galaxie très très emblématique parce que c'est une des galaxies qui sont quand même assez loin. Je vois donc voilà 3-4 mégaparsecs, hein, donc 12 millions d'années-lumière, mais qui est une des galaxies qui forme le plus d'étoiles dans le groupe local de galaxies, et donc qui est très obscurcie. Il y a beaucoup de poussière, donc de molécules qui cachent un petit peu la lumière de cette galaxie et qui est très brillante en infrarouge, mais très peu dans le visible. Donc c'est assez rigolo de voir si on la voit. Alors on va voir. C'est passé à côté. Alors, il paraît qu'on entend les grillons à côté les grillons de Californie. Ça, c'est cool. Et il y avait une Harley Davidson qui vient de passer aussi. Ah oui, c'est ça. J'ai reconnu. Tu l'as reconnu, le son, le pot. Voilà. On la voit. Ah ouais, la galaxie, trop cool. C'est la première fois que je l'observe. C'est marrant, c'est la première fois que je l'observe. C'est bizarre, mais je l'avais jamais observé avant, celle-ci. Pas mal. J'avais jamais eu l'occasion. On la voit un petit peu par là, on est assez bas, hein. Oui. Donc, on est à une altitude de 32 degrés, hein. Donc, c'est pas les conditions les plus optimales pour observer une galaxie. Mais on la voit. Ouais. Pardon. Voilà. Et encore, celles-là, elles sont proches, hein. Là, elles sont donc à des trentaines de millions d'années-lumière, mais elles sont toutes proches, en fait, par rapport à d'autres qu'on regarde. On va chercher le pain, c'est ça. Donc, ce que tu peux voir, tu vois, là, je peux te mettre toutes les galaxies qu'on a mis dans la base de données. Ouais. Il y en a beaucoup, hein. Enfin, là, c'est celles qui sont visibles actuellement. Il y en a, on a 7000 objets environ NGC. Donc, on a mis les 370 étoiles qui ont été nommées. On peut voir les planètes, bien sûr. Ouais. Là, ce qu'on peut faire aussi, c'est se balader par constellation. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas là, mais normalement, j'ai un menu qui me dit dans cette constellation-là, vous avez tels objets, etc.
On peut pas, je vais faire M13, mais on ne peut pas le faire parce qu'il est super haut. Il est à 88 degrés et la limite c'est quelques degrés près du zénith parce que sinon le ciel tourne trop vite, donc on peut pas suivre. Donc on va faire un autre amas globulaire. J'aimerais bien en faire un joli, disons M3. Je me souviens plus s'il est joli, mais on va le tenter. Il a 51 degrés. Voilà. Donc un amas globulaire, c'est quelque chose qu'on observe souvent parce que ça se voit avec un télescope classique. Comme une espèce de tache floue en général. Donc là, on va voir ce qu'on peut voir avec un télescope digital comme l'Ibiscope. Et bien sûr, les images s'améliorent au cours du temps. Donc là, on a fait des observations, on est resté moins de 5 minutes. Hein. Oui. Donc l'image était bien, mais elle n'est pas exceptionnelle. Si on reste 20-40 minutes, on voit très bien une amélioration nette de l'image. On voit les structures beaucoup plus fines dans la galaxie. Wow. Oui. Pourquoi? Parce que quand tu accumules, la question c'est pourquoi? Parce que quand on accumule la lumière, on augmente le signal et donc le contraste devient meilleur. Parce que il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière qui vient du fond de ciel, en fait, c'est ça. Donc le télescope, c'est une sorte d'entonnoir à lumière, ça accumule, ça accumule. Et si tu as une sorte de caméra électronique qui accumule la lumière, tu vois de mieux en mieux, en fait. Chose que nos yeux ne peuvent pas faire parce que c'est comme la photo, exactement pareil, oui. C'est un temps de pause, tu augmentes ton temps de pause et voilà, ça revient à ça. Ça revient un peu à ça. Il y a moins de lumière. Bon, celui-ci est assez petit, il a 500 000 étoiles, mais il est assez petit parce qu'il doit être assez loin. Ouais. Ah, c'est le petit truc à droite là? 34. Ouais. Donc on voit un truc flou, donc on voit des étoiles qui sont des points, et puis on voit un petit truc qui a l'air flou mais qui ne l'est pas. Et en fait, c'est un ensemble de centaines de milliers d'étoiles. On appelle un amas globulaire, parce que c'est une sorte d'endroit très compact de vieilles étoiles qui sont dans notre galaxie pour le coup là. Donc c'est pas très très loin. Alors certains amas globulaires sont des amas on pense sont des galaxies qui ont été capturées. Mais c'est pas le cas pour celui-ci, si je me souviens bien. Pas loin, c'est moins de. Toi, je découvre. C'est moins de kiloparsecs, je sais pas, donc ça fait moins de attends que je recalcule. En 7 heures. 21 000 années-lumière, c'est ça? Moins de 20 000 années-lumière. 33 900 années-lumière. Dis combien? Je t'ai laissé faire le calcul, je savais que j'avais dans mon c'est pas sympa, faire le calcul. À 7 heures du matin, c'est sympa. Là, me faire ramer là, pour trouver et encore j'ai aidé 21 000 années-lumière et lui il nous lit à 33 900 là. Franchement, c'est pas du jeu là. Mais donc voilà. Donc voilà, bon là j'aurais pu mieux le centrer, je l'ai pas bien centré. Oui, on le voit. Donc c'est une concentration d'étoiles. Oh, c'est super cool ça. Alors, on peut passer des nuits et des nuits. Moi, hier soir, j'ai observé avec un ami, c'était sympa. Il avait jamais vu des nébuleuses en couleur. C'est quand même impressionnant. On va tenter M27. Ouais, une belle nébuleuse de l'Alter, je crois en français on dit. Voilà. Parce qu'elle a une double forme symétrique. Donc là, il va aller de l'autre côté, ça va prendre un peu de temps, donc on peut parler pendant ce temps-là. Ouais, donc c'est une nébuleuse. Nébuleuse planétaire, donc c'est encore une fois un reste d'étoiles de type solaire qui aurait explosé. Alors celle-ci, c'est tout récent celle-ci, si je me souviens bien. Ouais, je sais pas, il faut le lire. J'avoue que là aussi, il est 11h30 pour moi, donc. Il n'a pas dit 3 ou 4 000 ans. Là, je vois une phrase. C'est ça, non? 3 ou 4 000 ans. 1200 années-lumière. Ouais. Je n'ai pas cette information. Bon, tiens, ça fera que je le mette. Ça. Donc, voilà, donc là on est en train de s'approcher. On était c'était Charlemagne, non? On était, voilà,
Donc la lumière qu'on reçoit là de cette nébuleuse qui va nous arriver a été émise à l'époque de Charlemagne. Broutille. On voit les étoiles qui passent dans le champ. Et question technique, là on a vu tout à l'heure donc un amas globulaire, donc un amas d'étoiles. Est-ce qu'on peut faire des petites études genre couleur des étoiles, enfin pour ceux qui connaissent diagramme HR, des choses comme ça, ou c'est encore un petit peu trop compliqué? Non, on peut faire des études de couleur, on peut faire des mesures de magnitude. D'accord. On a fait des courbes de lumière d'astéroïdes. Ah oui, oui, oui. Des astéroïdes de magnitude. On a validé des variations d'une précision en magnitude de 0,05 magnitude sur des objets de magnitude 14, 15. Donc, on peut faire beaucoup de courbes de lumière d'astéroïdes. C'est ça, c'est pas mal. Hein, ouais. Et oui, donc, on a commencé à faire ça pour les. On parle de trucs, voilà. Il n'y a pas des questions sur le chat ou je sais pas, parce que sinon, nous, on part dans. Waouh, regardez ça! Donc, c'est la nébuleuse un peu verte et tout au centre. Waouh! Ça ressemble à un carré, mais en fait, c'est une altère. Je pense que l'image va s'améliorer. C'est vrai que l'image va s'améliorer. À l'œil nu, on voit jamais ça. Voilà, donc là, on voit le vert, c'est l'oxygène, et le rouge, c'est l'hydrogène. Ouais. Et ouais, du coup, c'est les vraies couleurs, quoi. Enfin, c'est ce qu'on verrait avec un œil naturel. Wow. Celle-ci, quand on oppose 10 minutes dessus, elle est superbe. On voit, et on voit l'étoile centrale. C'est pas. Alors un jour, j'ai fait ce commentaire-là. Il y a un astronome professionnel. Tu sais comment sont les astronomes professionnels. Ouais. M'a corrigé. On ne voit pas la white dwarf, la naine blanche. Blanche. Ce qu'on voit en réalité, ce sont les émissions autour de la naine blanche. La neige blanche elle-même, on n'est pas censé la voir. Voilà. On va expliquer ça un jour. Mais bon, on voit quand même que là, au centre, là, c'est le corps c'est le squelette de l'étoile après qu'elle ait dissipé sa partie externe, en quelque sorte. C'est ce qui reste. Voilà. Et cette matière-là, s'échappe dans l'espace ensuite et contamine les autres régions de formation stellaire. C'est comme ça que nous existons. Comme tu le sais, nous, on vient notre cocon qui a formé le Soleil, notre système solaire, a été contaminé par une supernova et qui a explosé il y a 8,5 milliards d'années, apparemment, c'est estimé à peu près. Ce genre de choses sont très utiles pour justement contaminer le reste de la galaxie et former des objets comme des planètes terrestres. Exactement. Des éléments plus lourds. Tout à fait. Contaminer, c'est-à-dire que voilà. Quand Michel pose la question de c'est quoi contaminer, en fait, c'est quand tu crées des étoiles au tout début, en gros, pour faire simple, il n'y a que de l'hydrogène. Or, tu vois, sur Terre, il y a du fer, il y a du magnésium, etc. Et ça, c'est créé au cœur des étoiles. Donc, il faut qu'il y ait une étoile qui a explosé avant que notre système solaire se soit formé pour avoir des planètes comme la Terre, Mars, etc. Et ensuite, ça se réaccumule. Donc, ce qu'on voit là, la nébuleuse planétaire, c'est un terme historique, ça n'a rien à voir avec les planètes, mais donc c'est une étoile qui a éjecté, qui a un peu explosé, voilà. Et elle a des éléments chimiques plus lourds que l'hydrogène. Et puis, plus tard, quand ça va former d'autres étoiles, ça formera d'autres planètes qui pourront avoir la composition de type terrestre ou voilà, ou autre chose. Et toutes les étoiles ont la même composition? Alors, la question, c'est toutes les étoiles ont-elles la même composition? À l'origine, plutôt oui, mais en fonction de leur masse, elles évoluent différemment. Donc, il y a des étoiles qui restent en gros hydrogène, hélium, et puis ça va pas plus loin. Enfin, bon. Et il y en a qui vont beaucoup plus loin dans la formation des éléments chimiques. Donc, chaque étoile a une histoire qui dépend un peu de sa masse et de sa température. Voilà. Donc là, l'image est très, très chouette, là, de M27. Donc M, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le catalogue de Messier, du nom de l'astronome royal Charles Messier au milieu du XVIIIe siècle, je me souviens plus trop. En tout cas, c'est le XVIIIe siècle. Et en fait, à l'époque, le job des astronomes, c'était de trouver des comètes et de donner le nom de la comète au roi en question, qui était un peu le financeur. Donc tout le monde s'excitait à essayer de trouver des comètes, mais Messier s'est rendu compte qu'à chaque fois, il était losé par
par des trucs qui croyaient être des comètes, parce qu'il y avait des télescopes tout petits. Donc il s'est dit, j'en ai marre, je vais faire le catalogue des objets qui ressemblent à des comètes, mais qui n'en sont pas. Comme ça, dès que j'observerai, je saurai si c'est un nouvel objet, parce que les comètes sont transitoires, elles passent dans le ciel, alors que ces objets-là se restent. Et comme ça, quand je verrai un nouveau truc, je regarderai mon catalogue. Si c'est dans mon catalogue, bon, bah, je passe mon chemin. Par contre, si c'est pas dans mon catalogue, ça serait une nouvelle comète. Et et je donnerai le nom à mon roi, et je pourrais, etc., renommer, etc. Il a fini par en trouver une. Je pense que oui, mais j'en sais rien, mais j'espère pour lui. Mais en tout cas, il y a je sais plus combien il a fait. Il avait fait 90, 15 ou 97 objets de Messier, peut-être une centaine. Et puis après, historiquement, les gens en ont rajouté. Donc ça, c'était 18e. Et puis au 19e, les gens sont passés à des trucs un petit peu plus sérieux. Et donc là, ils sont passés au General Catalogue et New General Catalogue. Et là, ils ont des milliers d'objets. Donc c'est pour ça que les objets les plus faciles, entre guillemets, à voir, puisqu'ils ont été découverts avec un petit télescope au XVIIe siècle, c'est l'objet de Messier, donc M27, M51, etc., qu'on regarde depuis tout à l'heure. Et d'où l'embouteillage sur la M20 tout à l'heure, là, qu'on nous disait, en fait, c'était Messier 20. Bon, bah, c'est pas mal. On fait un petit dernier objet, Franck, ou Ouais, bien sûr. Ouais. J'étais muté, je crois. Je vous parlais depuis tout à l'heure. Ah bah juste, on t'entendait pas. C'est pour ça que je me blais. Ce que je disais, oui, c'était que Messier a fait un catalogue parce qu'il voulait éviter de redécouvrir les comètes, comme tu as dit. Et finalement, on le connaît pour ses objets de Messier. On le connaît en gros pour la chose qu'il a fait qui n'était pas vraiment l'objectif. Il a fait le catalogue parce qu'il voulait. C'est quand même intéressant, quelque part. Et tu sais s'il a découvert des comètes, Messier, ou pas? C'est ce que demande. Moi, justement, je ne sais pas. C'est une question que je me suis posée. J'espère pour lui. J'ai pas vu de comète. Alors, on pourrait faire le Wild Duck Cluster. C'est un open cluster. On a fait un open cluster déjà. Non, on n'a pas fait. Vous voulez faire ça? Ouais. Donc, un amas ouvert en français, c'est un amas d'étoiles jeunes, contrairement aux amas ouverts de tout à l'heure où ce sont des vieilles étoiles qui sont agglomérées, parce qu'elles sont nées ensemble et puis elles sont plus massives et donc elles ont eu le temps de vieillir très longtemps. Là, les amas ouverts sont des étoiles très très jeunes qui sont nées dans le même cocon d'un nuage moléculaire. Et donc, c'est des étoiles plutôt bleues et jeunes. Enfin, après, on va raconter les détails, mais ça nous mène un peu loin. Mais souvent, les amas jeunes, ils sont un petit peu grands dans le ciel, donc on verra. Ah oui, les couleurs te donnent la température, et la température te dit en gros le temps de vie, parce que bon, il y a des plus t'es jeune. En gros, il y a un effet de sélection. Donc, si tu vois une étoile jeune, une étoile très chaude, en général, c'est qu'elle est jeune parce qu'elle a une durée de vie très très courte. Et donc, bref, je m'embrouille, mais voilà. Il n'est que 8h30 du matin, et voilà. Ouais, et là, je pourrais t'aider, mais non. Mais c'est ça. Je vois que tu me laisses ramer lamentablement. Je sens bien. Parce que si on parlait de planètes, tu sais bien, j'en parlerai pendant des heures. Mais là, comme c'est quand même les étoiles, c'est plus ton truc que le mien. Tu te laisses ramer. C'est ça, exactement. Oui, non, mais c'est vrai que la couleur donne une indication sur la taille et sur l'âge, en quelque sorte. Et les étoiles jeunes, elles sont en général très grosses et elles sont bleues et blanches. Et les étoiles de petite taille sont en général rouges. Donc là, on est en train de voir le Wild Duck Cluster. Alors, il s'appelle le Wild Duck Cluster parce qu'il y a des gens qui ont vu un canard. Bon, après, moi, je le vois pas, je t'avoue. C'est ça, le taux du canard, là? C'est pas l'amas du canard dont tu nous parlais tout à l'heure? Canard sauvage. Oui, c'est ça. Eh ben, on est en train de le... Oui, Thibaut nous a dit, est-ce qu'on peut regarder l'amas du canard sauvage? Je dis, what? Voilà. Alors là, il y a un problème, c'est qu'on est à côté d'un lampadaire. Il y a plein d'étoiles. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec les amas globulaires de tout à l'heure. Donc, c'est Messier 11. Je crois que je ne l'ai jamais observé, celui-là. Voilà. Donc là, c'est la raison pour laquelle il y a un fond comme ça assez blanchâtre, c'est parce qu'il y a une lumière juste devant nous et en train de regarder à travers des arbres en plus. Donc vraiment, on cherche la complexité. C'est ça. Ouais, mais on est dans un arbre même. On voit à travers les branches de l'arbre. Voilà, mais on le voit, on voit très bien les étoiles, les 4000 étoiles de la mare. On ne va pas les compter, bien sûr, parce qu'on a peut-être autre chose à faire à cette heure-ci. Mais voilà. Alice les compte, et surtout Sébastien qui... On n'a pas fait de Moi, je les admire. C'est ça, c'est bien.
Alors, un truc qu'on peut faire aussi, c'est sélectionner en quelque sorte les objets qu'on peut observer. Donc, par exemple, là, j'ai des arbres. Donc, je vais essayer d'éviter de regarder trop bas. Donc, je peux regarder dans cette direction-là. Et je peux sélectionner aussi les objets, décider si je veux des objets dans tout le ciel ou seulement sur une partie du ciel. Bon, là, je vais prendre que les objets au zénith. Ouais, très bien. Ouais. Et puis, et puis je vais dire que je suis quand même à la campagne, on va pouvoir observer des choses plus faibles. Et voilà. Et donc là, je commence à avoir des NGC qui apparaissent, parce que ce sont des objets qui sont plus faibles en général. Comme tu l'as dit, c'est pas des objets de Messier, donc c'est des objets plus faibles, général catalogue. Donc, on peut en voir. Voilà. Alors, ce que j'aimerais faire maintenant, si vous êtes OK, c'est on va essayer N85. Alors, pourquoi je vais essayer N85? 85 ou 95? Parce que hier, ou avant-hier, il y a un télégramme qui est sorti annonçant la découverte d'une d'une supernovae, de type 1 dans N85. Donc, on va voir si on peut la voir. Alors, bien sûr, je crois que ça va être vraiment super bas. On va le tenter. On va la voir. Donc, c'est une supernova de type 1A, qui, comme tu le sais, Hervé, c'est une supernova qui se forme dans les systèmes doubles, dans lequel une des composantes du système double est une étoile blanche, une naine blanche, et l'autre est une étoile. Ouh là là, on est vraiment super bas. Ouais, là, je pousse, hein, parce que là, on est en train de descendre à. Ouais, on va essayer. Donc, une des étoiles est une naine blanche et l'autre est peut-être une étoile normale. Et ce qui se passe, c'est que la naine blanche qui orbite autour de l'autre étoile qui est encore, qui peut être une géante rouge ou une étoile normale, elle prend un peu de la matière de cette étoile compagnon. Et au bout d'un moment, après avoir absorbé de la matière, elle arrive à atteindre une phase critique qui est supérieure à la limite de Chandrasekhar pour donner les lignes. Et donc elle explose, produisant ce qu'on appelle une supernova de type 1A. Voilà. Donc là, on est très bas. Donc, je pense pas qu'on va la voir, mais on va tenter. Hein. Si on tente pas, on ne saura pas. Exactement. Il faut tester. Surtout en direct, ça donne du sel. Petite expérience en direct. Alors, M85, c'est une galaxie elliptique qui fait partie de la masse Virgo. C'est notre amas à nous. Voilà. Ah oui, dans Virgo, oui, donc tu es bas, effectivement, puisque la Vierge se couche là. Constellation. Alors, on va tenter. Alors, elle était de magnitude 17 au début quand ils l'ont détectée. Elle est passée à 16,5 avant-hier ou hier. On a des backers qui l'ont détectée. Donc, il est possible qu'on la voit. Je pense qu'on la voit. À quelle magnitude qu'on peut voir quelque chose à l'œil nu? Magnitude 7 à la campagne, environ. Voilà. Donc, c'est pas une image de super qualité. Vas-y, vous allez encore. Ouais, il faut accumuler. Et à quelle hauteur, là? C'est au-dessus de l'horizon? On est à 27 degrés. Ah ouais, donc t'es relativement bas, ouais. Ah ouais, non, c'est pour ça. Alors, je crois que c'est pas. Il y a le point brillant, là. C'est pas celle-là. C'est juste sous le point brillant. Le petit point en dessous. Il y a un autre petit point brillant. Donc ça, c'est le tour de la galaxie. C'est la supernova. Et la supernova, c'est le petit point là. Donc c'est une étoile qui a explosé il n'y a pas longtemps. Voilà, là, ce qu'on est en train de voir, donc, c'est la mort d'une étoile en direct, un système double avec la mort d'une étoile. Mais cette mort s'est passée il y a 60 millions d'années. Donc, au moment où les dinosaures étaient exterminés sur notre planète, cette étoile a explosé et les photons sont arrivés jusqu'à nous seulement. C'est un direct différé, voilà. C'est un direct différé. Et là, on commence à la voir vraiment bien, cette supernova. Moi, je la vois. Oui, c'est ça, ouais. Elle est un petit peu bleue, là, c'est ça, en fait. Ouais, elle est un petit peu bleue, exactement. Voilà, elle va peut-être gagner 1 ou 2 magnitudes. Elle va être encore plus visible dans les prochains jours. Mais ah ouais, non, là, il n'y a pas photo. On la voit très bien, là. Ouais, c'est chouette. Voilà. J'adore voir les supernovas. C'est quand même quelque chose qui est toujours... C'est un monde qui meurt quelque part. C'est une planète. S'il y a des planètes, il n'y a plus de planètes. Il y a un système planétaire qui disparaît, en quelque sorte. C'est la minute poétique. C'est très dramatique. Oui.
peut-être une civilisation. On ne sait pas ce qu'il y avait sur ces planètes. Mais il y a peut-être quelque chose, peut-être qu'il y a eu un moment de panique, une civilisation technologique qui a décidé, qui a essayé de se sauver, mais peut-être c'est pas, ils n'ont pas réussi à se sauver, nos amis, nos compagnons intelligents de M85. C'est ça. Ah ouais, non, on la voit très très bien. Je vais sauver cette image. Alors, je peux sauver l'image en appuyant sur le petit bouton arrow là. Ouais. Voilà. Et après, je peux la partager avec qui je veux. Là, c'est des images que j'ai prises aujourd'hui, tu vois. Ça, ouais, impressionnant. Je les enverrai. Bah, écoute, c'est très impressionnant. Alors, voilà, ben merci beaucoup. C'était super, merci. Il y a des questions, allez-y. Hein. Oui, il y a Thierry qui demande, pour les planètes, est-ce que ça marche aussi bien ou est-ce que c'est un peu plus compliqué? Moi, j'ai une idée de la réponse. Mais... Alors, c'est un télescope qui est du grand champ, qui fait du grand champ. Ce qu'on voit là, le champ qu'on voit, c'est un champ qui est quasiment aussi grand que la Lune. Les planètes sont beaucoup plus petites. Donc, quand on regarde une planète, on les voit assez petites dans le détecteur. Bon, là, ils viennent de perdre le tracking. Donc, on verra les lunes de Jupiter, on voit même les bands and belts, c'est la structure de l'atmosphère, on voit les anneaux de Saturne, on voit Titan, Encelade. Donc, on voit les planètes. Mais c'est pas un télescope qui est fait pour les planètes, en quelque sorte. On voit les planètes, on voit les Saturnes, on voit les anneaux de Saturne. Les satellites les anneaux de Saturne, on voit aussi les satellites d'Uranus et Neptune. Moi, j'ai vu Pluton dans mon jardin. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a impressionné. La première fois que j'ai vu Pluton dans mon jardin avec ce petit télescope. Ouais. Et on fait beaucoup d'astéroïdes aussi actuellement. Oui. On a un programme planétaire dans lequel on observe des astéroïdes de manière assez continue pour pouvoir les quantifier, déterminer avec précision la position. On a observé des Main-Belt Comets aussi. Ce sont des astéroïdes qui deviennent des comètes en quelque sorte parce que ils ont une activité. On n'est pas encore certain de la source de leur activité. On en connaît une dizaine comme ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de corps. Il y a 4500 astéroïdes dans la base de données actuellement. Il y a environ 150 comètes. Pas mal. Ouais. Écoute, c'est super impressionnant. D'autres questions, que ce soit dans la salle ou sur le chat, on voit qu'il y a un peu plus de gens qui... Non, pas de questions, c'est plutôt... Tous les merveillements. Qui est partagé. Voilà, de la part, qui est partagé. C'est ça. ça. D'ailleurs, on est tous calmes. Alors, il y a aussi la fatigue qui nous met, mais on n'est pas fatigué et on est subjugué par ce que tu nous montres. Écoutez, je suis content de vous avoir montré ça. Est-ce que vous avez terminé ou vous continuez encore pour une journée encore? Tu es le dernier, c'est pour ça qu'on en profite. Voilà, on laisse traîner, on en profite. Et tu es le bouquet final, comme dirait Thierry. Voilà. C'est ça. Ouais. On a des bons croissants et des pains au chocolat, si tu veux, Franck. Et voilà. Eh ben, écoute. Vous êtes à Paris là, c'est ça? Oui, on est à Orsay. Ouais. Orsay, très bien. Ça fait très longtemps que je suis pas allé à Orsay. La dernière fois que je suis allé à Orsay, c'est quand on s'est vu d'ailleurs, je pense. Mais n'est-ce pas? Donc ça remonte, comme on disait. La prochaine fois que tu viens, on te fait venir. Eh ben, je te laisse officier. Eh ben, merci beaucoup, Franck. C'était incroyable. C'est trop bien. Écoutez, merci à vous. C'est ouf. On est sur M63 là. Il y a un sopalin là-bas. Ça fait un peu chaud, les étoiles dans les yeux, mais encore merci. Ouais, c'était super. J'espère vous voir bientôt. J'espère pouvoir venir en France dans les prochains mois et vous rencontrer en personne, vous revoir. Et merci aux auditeurs, à tous ceux qui nous ont regardés, qui sont restés patients et qui ont compris, malgré mes fautes de français. Je ne sais plus parler de science en français, je suis désolé. Non, ça allait. Là, on a 100 personnes. C'est ça. Qui sont sur le live en ce moment. 108. Les gens se réveillent et reviennent. Qui sont restés, voilà. Il y a des warriors. Ouais. C'est bien. Eh ben, super. Eh ben, bonne nuit. Merci encore. À bientôt. Bonne matinée à vous. Bon croissant et bon petit déjeuner. Ouais. Ciao. À bientôt. Et à plus. Salut. Bye. Au revoir. Et puis notre live va bientôt toucher à sa fin. Mais oui. Allez, je te rejoins. Vas-y, rejoins-moi. Tu veux nous rejoindre aussi, Étienne? D'accord. Allez, faisons ce final ensemble.
Eh bien, merci à tous d'avoir tenu la soirée. Hein. Et quand je dis tous, je parle aux gens qui sont en face de moi et aux gens qui sont derrière la caméra, donc dans votre chambre respective. On va y arriver. Donc voilà, déjà un grand merci à Hervé Doll qui est le mastermind derrière cette soirée, sans qui vous n'auriez pas eu ce live. Le micro, à pas taper dedans. Voilà, faut pas taper dans le micro, pas taper. Évidemment, ce live ne serait pas fait sans l'université Paris-Saclay évidemment. Et le MJC Jacques Tati qui nous a accueillis très chaleureusement et très royalement. Et notamment grâce au travail incroyable de Thierry qui peut nous rejoindre sur le plateau. Viens nous rejoindre. On t'a pas vu encore dans la soirée. Notre caméraman et qui a installé aussi ce magnifique studio. Et Michel qui peut nous rejoindre aussi. Je pense que le live va bien durer là. Ça doit être bien. Michel qui a accompli un travail absolument fantastique de 25 heures de contenu monté en à peu près 2 semaines. 3 semaines, mais quand même. Jusqu'à ce matin, même tout à l'heure. Voilà, on a réduit ça en 14 heures pour que ce soit à peu près digeste pour vous. Mais voilà. Il y a des suites. Donc merci à vous tous pour votre travail. Merci à Étienne, Alice et Sophie pour m'avoir accompagné dans l'animation de ce live. Merci à toi aussi. Merci à moi aussi. Merci à nos modérateurs doctorants, dont Thibaut qui est resté jusqu'au bout. Mais viens donc. Mais il est grand lui, faut faire gaffe. Donc les modérateurs doctorants, mais aussi les modérateurs sur PogScience qui nous ont fait l'honneur de leur présence pour garder le chat propre. Merci aux gens qui sont restés sur le chat et qui ont interagi avec nous pendant toute cette soirée. Et voilà, pour avoir posé des questions toutes pertinentes, j'y arrive. Et évidemment, merci à nos dessinateurs, Guillaume, Monin et Pac-Man, qui, si vous voulez nous rejoindre aussi, n'hésitez pas. Qui nous ont aussi fourni un travail absolument fantastique, plusieurs dizaines de dessins, plusieurs centaines de dessins, plusieurs milliers de dessins. Donc voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live toute la nuit. On espère qu'il vous aura plu et on a très hâte de refaire ça l'année prochaine. Si vous êtes partant, enfin si tout le monde est partant, nous on est chaud. Voilà. Ah bah carrément. Et tous ces merveilleux scientifiques géniaux, qui sont extraordinaires, qui te racontent des histoires merveilleuses. Oui, moi j'ai été scotché. Merci à tous les intervenants qui sont venus enregistrer tout le contenu. Bénévolement et avec passion. Et vraiment passion, très voilà. bien. Et on espère qu'ils vous ont, qu'ils vous auront donné envie d'aller plus loin et de chercher et de continuer à regarder le ciel. Voilà. Exactement. À l'année prochaine. Et à l'année prochaine. Merci à tous. Et on va pouvoir envoyer le générique. Et on va mettre un générique. Car on a fait du générique. Le générique arrive très bientôt. Juste un petit dessin à la fin. On peut faire